Avertissement. La vidéo est un travail étudiant ne constituant pas des conseils médicaux ni professionnels. Les autorisations d'utiliser du contenu protégé par le droit d'auteur ont été obtenues. Bon visionnement! Voici Paul. Paul est un jeune adulte de 19 ans souffrant de schizophrénie. Depuis les premiers signes de la maladie, l'entourage de Paul l'exclut dû à une incompréhension et à des jugements non fondés sur sa condition. Bref, ils ont plusieurs préjugés sur cette maladie qui contribuent à la stigmatisation de Paul. Selon eux, Paul serait violent, incompétent, incohérent et fou. Ils croient que tous les schizophrènes sont dangereux car ils parlent seuls et sont agressifs à cause de leurs hallucinations. Ils pensent aussi que cette maladie est une conséquence d'un passé obscur de consommation de drogue et que Paul est donc le seul responsable de son malheur. Mais que vit véritablement Paul au quotidien? Selon la Société québécoise de la schizophrénie se définit comme une maladie neurodéveloppementale du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions, tout comme les perceptions et les comportements des personnes qui en sont atteintes. Plus concrètement, elle se caractérise comme une perte de contact avec la réalité et elle entraîne des difficultés de fonctionnement au quotidien. La maladie touche approximativement 0,3 à 0,7% de la population. Elle apparaît généralement vers la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, et habituellement plus tardivement chez la femme, soit 25 à 35 ans, que chez l'homme, qui est plutôt de 18 à 25 ans. De plus, on décrit chez la femme un deuxième pic d'incidence lors de la ménopause. Par contre, avant l'apparition des manifestations flagrantes, la psychose est habituellement précédée d'une période prodromique pendant laquelle surviennent des changements de comportement, souvent confondus avec la crise d'adolescence. Pendant cette période, divers problèmes font surface, comme par exemple l'apparition de passe-temps hors du commun, une baisse d'intérêt pour les relations sociales ou encore une diminution de performance au travail ou à l'école. La maladie se manifeste par la présence de symptômes positifs, négatifs et de désorganisation. Les symptômes positifs sont des ajouts au comportement habituel de la personne. Il en existe plusieurs types. Premièrement, il peut y avoir présence d'idées délirantes, c'est-à-dire des pensées qui ne sont pas partagées par son entourage ou sa culture. Les idées délirantes sont rigides, erronées et ne peuvent être enlevées par la logique. Les thèmes les plus populaires concernant les délires sont ceux de persécution, comme par exemple se sentir suivi par la police, des délires religieux comme penser être en communication avec Dieu, ou encore des délires somatiques comme penser être atteint d'une maladie mortelle. Toutefois, attention! Certaines personnes peuvent sembler avoir des idées délirantes alors que c'est plutôt une idée très normale dans leur culture, mais à laquelle nous ne sommes pas habitués. On ne peut pas conclure que quelqu'un souffre de schizophrénie simplement parce qu'il a des croyances, des us et des coutumes différents de nous. L'autre symptôme positif souvent présent chez les gens souffrant de cette maladie sont les hallucinations. Il ne s'agit pas tant d'hallucinations visuelles qu'on connaît mieux, comme voir un oasis dans le désert par exemple, mais plutôt des hallucinations auditives. Dans ces phénomènes hallucinatoires, les personnes peuvent entendre des gens qui parlent ensemble, qui donnent des ordres ou qui commentent nos actions. Elles adoptent souvent un ton menaçant et accusateur qui génère une anxiété considérable chez les personnes qui les vivent. Parmi les symptômes positifs, il y a aussi les symptômes de désorganisation qui occupent une place importante. Ils peuvent se manifester au niveau de la pensée, comme par exemple de sauter du coq à l'âne ou encore par l'incohérence du discours, ou encore par des comportements bizarres ou agités apparaissant soudainement. Certaines personnes peuvent aussi être dans un état de catatonie, c'est-à-dire un état de passivité et de négativisme. Les symptômes négatifs, quant à eux, sont la réduction ou l'absence des fonctions normales de la personne. Il peut s'agir d'une expression émotionnelle diminuée, d'une réduction des activités ou d'une perte d'intérêt pour les interactions sociales. Pour parler de schizophrénie, la personne doit présenter 2 symptômes ou plus pendant au moins un mois et qui persistent plus de 6 mois, et avoir une altération significative dans son fonctionnement global. Du côté neuroanatomique, il n'est pas possible de constater directement l'impact de la schizophrénie sur le cerveau. Les examens neuroradiologiques, comme la résonance magnétique et la tomographie, seront déclarés normaux dans la majorité des cas. En effet, ces anomalies sont généralement trop subtiles pour être détectées chez une personne en particulier. Pour les mettre en évidence, il faut comparer les résultats de plusieurs personnes affectées par la schizophrénie à ceux de plusieurs personnes qui n'en souffrent pas.
Ce sont surtout des problèmes d'activation de certaines parties du cerveau dans l'exécution des tâches cognitives, ainsi que des différences quant au volume de diverses structures cérébrales qui caractérisent la schizophrénie. Ce manque d'activation du cerveau pourrait être observé par des examens d'imagerie cérébrale qui mesurent l'activité du cerveau, notamment des examens d'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique. Les éléments prédisposants à la schizophrénie sont une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Les facteurs environnementaux ont un certain impact sur le déclenchement de la maladie. Par contre, il est difficile de confirmer avec certitude leur association avec la psychose et leur implication dans le développement, vu l'impossibilité d'utiliser de réels dévis expérimentaux pour étayer leur rôle causal. De plus, la magnitude de leur association avec la maladie est relativement modeste, comparée au rôle des facteurs génétiques, car les facteurs environnementaux augmentent seulement le risque de développer la maladie par un facteur de 2 ou 4. Ces facteurs sont classifiés selon la période pendant laquelle ils surviennent. Il y a les complications prénatales majeures qui sont les infections contractées lors de la période de gestation, la malnutrition, les complications obstéricales ou encore une naissance lors de la saison hivernale. Les phénomènes postnataux, quant à eux, peuvent être la consommation de drogues ou de stimulants, en particulier le cannabis, et ce particulièrement à l'adolescence. Une enfance en milieu urbain pourrait augmenter les chances de développer la psychose ainsi que des expériences difficiles telles le viol, l'intimidation et l'immigration. Pour ce qui est des facteurs génétiques, il est important de comprendre qu'ils prédisposent à la maladie et peuvent augmenter jusqu'à 70 fois les risques de la développer, mais n'expliquent pas nécessairement son apparition. Les études de jumeaux démontrent l'importance des facteurs génétiques et leur prépondérance sur les facteurs environnementaux. Si une personne a un jumeau monozygote souffrant de la maladie, son risque de la développer est de 50%. Environ 10% des parents de premier degré, comme par exemple une mère ou un frère, développeront la maladie, contre environ 3% pour les parents de second degré, comme les oncles, les tantes ou les grands-parents. Ce patron de diminution rapide est en lien avec le fait que plusieurs gènes sont impliqués. Bien que certains gènes soient probablement directement reliés à la schizophrénie, on peut penser que d'autres sont davantage reliés à la personnalité et à la vulnérabilité aux divers facteurs environnementaux, par exemple une interaction gène-environnement. Cette combinaison de facteurs environnementaux et génétiques a conduit certains auteurs à élaborer un modèle étiologique appelé vulnérabilité stress ou multifactoriel polygénique. Ces gènes ont aussi un grand impact car une personne étant davantage vulnérable au stress environnant aura besoin de perturbations environnementales moindres pour développer la maladie. Une personne ayant un niveau élevé de vulnérabilité et faisant face à des stress environnementaux élevés sera donc plus à risque de développer la psychose ou de faire une rechute que quelqu'un ayant vécu les mêmes événements, mais ayant une moins bonne capacité à gérer ses émotions face aux situations difficiles, comme on le voit sur le graphique suivant. Mais comment Paul pourrait-il régler son problème? Pour répondre à ces questions, sa mère l'envoie consulter Jean, le psychiatre. Bonjour Paul! Il y a plusieurs façons de traiter votre maladie. Vous pouvez prendre des médicaments, plus précisément des antipsychotiques. Ils permettent de contrôler les délires et les hallucinations et de faciliter une bonne organisation de la pensée. Ils peuvent grandement diminuer la probabilité de crises psychotiques ultérieures. Vous pouvez entre autres prendre du risperidone, de l'olanzapine, de la quétiapine, du palipéridone, du ziprasidone, de l'aripiprazole et de la clozapine, qui est souvent utilisé lorsque quelques essais avec d'autres médicaments se sont avérés inefficaces. Par contre, plusieurs effets indésirables peuvent apparaître suite à la prise de ceux-ci. Il y a entre autres les perturbations métaboliques, le gain de poids, les dysfonctions sexuelles, les difficultés cognitives, les troubles du mouvement et les perturbations hormonales. De plus, vous pouvez avoir accès à une intervention psychosociale. Vous pouvez avoir une thérapie individuelle, généralement d'orientation cognitivo-comportementale, par laquelle vous apprendrez à gérer votre stress et anticiper les signes de rechute. Vous pouvez bénéficier d'entraînements d'habileté sociale, où vous apprendrez à améliorer votre communication et vos interactions sociales. De plus, vous pouvez avoir de l'aide afin de réintégrer le monde du travail. Paul demande aussi au psychiatre Jean combien de temps il souffrira de sa maladie. La schizophrénie est une maladie à long terme qui a un impact différent sur chaque personne touchée. Il est donc impossible pour moi de déterminer combien de temps durera votre maladie. Il peut y avoir plus d'une crise durant votre processus de guérison, et celles-ci ont une durée indéterminée. Par contre, les médicaments et thérapies peuvent diminuer jusqu'à supprimer les symptômes de schizophrénie. Ils sont donc primordiaux car la possibilité de rechute demeure.
Je t'encourage donc en te soulignant que beaucoup de personnes souffrant de schizophrénie connaîtront de bonnes évolutions avec le rétablissement d'un niveau de fonctionnement normal, surtout si tu t'impliques activement dans le suivi. Ces rechutes peuvent avoir un impact sur le mode de vie des personnes souffrant de schizophrénie. Une espérance de vie d'environ 20 à 25 ans inférieure à la moyenne est présente chez les patients atteints de cette maladie, ce qui est expliqué en partie par le suicide, mais aussi en raison de risques accrus de maladies cardiovasculaires. De plus, le risque de rechute est accru par l'abus d'alcool, la prise de drogue ainsi que l'arrêt des médicaments. Comme Jean lui avait conseillé, Paul fait appel au service de l'ergothérapeute Caroline. Bonjour Paul, c'est moi qui vais t'aider à t'adapter au stress de la vie quotidienne, à connaître tes limites pour pouvoir être autonome dans tes activités, à regagner de la confiance, à développer des intérêts et des habiletés, mais aussi à établir des relations sociales satisfaisantes avec ton entourage et vivre de façon autonome en société. En fait, je veux faciliter la récupération de tes fonctions cognitives, affectives et sociales et te soutenir pour un retour aux études. Avec l'aide de Jean et Caroline, Paul a maintenant les ressources nécessaires pour apprendre à vivre avec sa maladie et être heureux.